les sources pour étudier le château, comme pour étudier d'ailleurs le Moyen-Âge, sont extrêmement rares. Pourquoi? À cause du bombardement de 1694. Le deuxième jour de ce bombardement anglo-hollandais, la ville qui était largement en bois et en torchis aussi, mais il y avait des armatures de bois, a brûlé et en brûlant, elle a emporté, l'incendie a emporté les archives, donc les archives et l'hôtel de ville en particulier, qui à ce moment-là se trouvait dans la grande rue, a été entièrement consumé. Et comme le dit au début du XIXe siècle l'archiviste Langlois, qui a essayé de faire un inventaire des sources, tous les titres et écritures, registres, comptes et papiers qui y étaient placés y périrent. Quelques vieux titres seulement renfermés dans un coffre échappèrent au malheur général. Donc, plus de sources, plus de titres, d'écritures, de registres, de cours, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire de l'histoire, en principe, en dehors des textes officiels. Donc tout disparaît sauf un coffre qui a été récupéré par des greffiers qui l'ont transporté d'endroit en endroit. Quand le greffier changeait, il emportait le coffre avec lui. Donc il y a eu de l'humidité, un certain nombre de pièces ont encore été perdues, et celles qui sont conservées sont celles qui ont échappé à ce massacre, sont conservées au fond ancien de la bibliothèque de Dieppe, et ils sont tout à fait passionnants, très bien classés, c'est tout à fait intéressant. Donc la ville est désormais, après 1694, sans mémoire de la période médiévale et de la période moderne commençante. Les archives paroissiales ont disparu, ça signifie qu'on ne peut plus rien dire de sérieux sur la construction ou les transformations des deux églises qui sont ici, rien sauf quelques petits, mais vraiment des épaves qui sont conservées à Rouen, qui de toute façon ne nous aident pas à expliquer les transactions, les transformations, mais plutôt à comprendre comment les Diepois vivaient leur foi, comment ils espéraient faire leur salut. Il y a quelques documents qui sont assez intéressants. Le tabellionnage, qui aurait été une source fondamentale, le tabellionnage c'est le notariat, c'est-à-dire que ce sont tous les actes privés qui montrent les échanges de propriétés, les emprunts, les ventes de rente, qui sont un élément du crédit très important sur lequel je ne reviens pas. Tout ça disparaît. Et donc, on perd non seulement les transactions, mais également de très nombreux individus. Ceux qui nous parviennent aujourd'hui, ceux qu'on connaît, sont des gens qui devaient de l'argent à l'archevêque. Sinon, tous les autres, ceux qui n'étaient pas dans des métiers réglementés par l'archevêque, nous échappent. Et surtout, et c'est ça qui est le plus important, les archives municipales nous échappent complètement, c'est-à-dire qu'on ne sait rien des délibérations, alors qu'on sent bien qu'il y avait des tensions, qu'il y avait des visions différentes dans la ville, parmi les conseillers, lors des assemblées générales, puisque ça fonctionnait par assemblée générale. On voit également que tout ce qui concerne les transformations architecturales nous échappe. On ne sait pas, mais je vais retenir comment tout cela s'est mis en place. Il reste quelques documents à la Bibliothèque nationale, quelques documents aux archives nationales, mais vous allez voir, c'est extrêmement limité. Heureusement, la ville avait, depuis 1197, était devenue une seigneurie de l'archevêque de Rouen, qui a été amenée au début du XVe siècle à faire des comptabilités en double, une comptabilité qui restait à Dieppe et qui a volé, une comptabilité qui était envoyée à Rouen et qui a été conservée, donc ça nous permet d'avoir un peu d'histoire, mais c'est vraiment une histoire très partielle. Donc, à partir de là, évidemment, l'histoire de Dieppe, et particulièrement du château, est fondée sur des affirmations non prouvées la plupart du temps par les sources. La plus ancienne de ces légendes, sans doute, est celle de Bertheville, qui apparaît donc dans le livre d'Assouline, qui expliquerait que Charlemagne aurait fait. Alors certaines sources disent en 770, c'est-à-dire à peine 2 ans après être devenu roi des Francs, Charlemagne aurait construit une fortification sur la falaise de Côte-Côte pour lutter contre les Vikings. Malheureusement, quand on regarde les sources qui évoquent les invasions vikings, on voit qu'elles ne sont jamais passées par Dieppe, parce qu'il n'y avait rien à prendre, puisque la ville n'existait pas. Là, les Vikings sont allés à Fécamp, ils sont allés au Tréport, ils sont allés à eux, mais ils ne sont jamais venus à Dieppe, il n'y avait rien. Quand le bailli fait une donation
de biens avant 1030, eh ben, il n'y a rien qui concerne Dieppe. Donc Bertheville, c'est amusant, c'est imaginez. Alors effectivement, Charlemagne a construit une forteresse, mais c'était beaucoup plus tardif et c'était tout à fait au nord, c'était du côté de Dunkerque aujourd'hui. Donc pas d'attaque viking, je le disais, et donc René Herval pense que peut-être il y a eu des vikings qui se sont installés dans la rivière et qui y ont mouillé un peu, c'est peut-être vrai, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a pas eu d'attaque véritablement, et donc s'ils sont venus, ils ne sont pas restés sans doute. Donc Dieppe devient une seigneurie archiépiscopale en 1197, et quand on lit le coutumier qui a été rédigé en 1396 et qui reprend tous les actes qui commencent au XIIe siècle, eh bien, il n'y a rien sur un éventuel château qui serait apparu au XIIe siècle. Alors que Louviers avait un château, et quand Louviers est devenu seigneurie de l'archevêque, on a de nombreux documents qui nous montrent que l'archevêque a entretenu, transformé, amélioré le château, mais pour Dieppe, rien, parce que, évidemment, il n'y avait pas de château. Alors, toujours selon un certain nombre d'auteurs, en 1188, Henri II aurait fait construire un château, et un historien dont le texte n'a pas été publié, mais qui est conservé à la bibliothèque municipale, enfin qui est peut-être maintenant aux archives départementales, il a trouvé dans une charte d'Henri II le terme castrum, qu'il a traduit par château, ce qui est peu probable, parce qu'il a sans doute voulu parler de fortification, en fait, qui n'existait pas véritablement, mais qui étaient les murs qui avaient été construits au moment où la ville s'est mise en place, des murs qui étaient face à la mer et qui empêchaient l'eau de pénétrer à l'intérieur des terres, puisque à ce moment-là, à l'origine de la ville, on n'avait en tout et pour tout qu'un marécage qu'il a fallu assécher pour que les installations puissent se faire. Les ducs de Normandie y ont beaucoup participé, mais ce sont ces murs de la mer, sans doute, qui forment ce que Beauval appelait le castrum. Et effectivement, quand Philippe Auguste attaque la ville en 1195, les sources ne mentionnent ni château, ni fortification. Pas de construction d'enceinte après le passage, et les murs de la mer sont abandonnés, puisqu'il n'y a plus vraiment de risque de la mer, et on voit qu'ils sont toujours là, ces murs, mais ils sont intégrés à des propriétés, des maisons qui s'avancent vers la mer et qui intègrent ces murs. Donc, en fait, c'est la guerre de 100 ans qui va jouer un rôle fondamental, puisque les souverains estiment qu'il faut construire des enceintes autour des villes pour les protéger des chevauchées anglaises. Donc, en 1362, une assemblée générale avait mis en place, à l'initiative de l'archevêque d'ailleurs, une taxe pour les quais et jetés, et donc cette taxe complétait des ressources qui existaient déjà, qui avaient été octroyées par les souverains, c'est-à-dire des ressources régulières qui devaient permettre de payer des matériaux et des ouvriers pour faire ces enceintes, pour faire ces fortifications. Et donc le premier don d'argent conservé, qui est justement à la bibliothèque municipale de Dieppe, c'est en 1354, on donne aux responsables de la ville le produit d'une taxe de 6 deniers par livre sur toutes les marchandises qui ont été prélevées dans les comtés d'Arques et de Neuchâtel, afin de convertir les sommes aux réparations de Dieppe, c'est-à-dire aux fortifications et quais et jetés de la dite ville, et non ailleurs. Bon. Donc la pratique se poursuit pendant les années suivantes. À partir de janvier 1361, il y a des taxes spécifiquement municipales. Bon, ce qui concernait le quai et les jetés de 1362, c'était déjà pour la ville essentiellement, mais là, ce sont des taxes levées par la ville, par des collecteurs de la ville, mais la ville est quand même chargée en dette très grossement envers plusieurs de leurs débiteurs. Alors là, vous voyez, si on avait le pavillonnage, on saurait qui sont les gens qui ont prêté de l'argent à la ville et comment ils se sont fait rembourser. Et en outre, les habitants, donc le texte dit les habitants, c'est-à-dire la ville, s'étaient obligés en plusieurs rentes à vie. Donc c'était le système des rentes qui permettait le crédit à ce moment-là. Donc le roi autorise la ville à lever des taxes sur les boissons, et également il lui redonne à la ville 2 deniers sur les 12 deniers qu'il prend pour toute transaction. En 73, Charles V, pour pouvoir aux grands frais, missions et dépenses que les bourgeois et habitants de la ville de Dieppe, ville fermée, avaient eu à supporter, et supporter encore pour la fortification et la défense de la ville, donc il redonne de l'argent. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1373, le texte de Charles V dit que la ville est fermée. Et donc il confirme le reversement des 2 deniers par an. Donc les fortifications,
les quais, les jetées étaient contrôlés, réparés, entretenus par un corps de ville sur lequel on ne sait rien, sinon qu'il y avait 4 conseillers et que c'était très souvent des assemblées générales qui prenaient des décisions. Alors, pour tous ces travaux, il a fallu un maître des œuvres, un maçon et un charpentier. On ne sait rien des maîtres des œuvres au XVe siècle. Est-ce que les travaux ont été en régie, c'est-à-dire qu'on payait les ouvriers au fur et à mesure, ou est-ce que c'était des adjudications, c'est-à-dire un maître d'œuvre, un maçon qui faisait un devis et qui ensuite se faisait payer, on n'en sait rien. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'en plus de la ville, il y avait le capitaine de la ville qui intervenait dans les décisions concernant les travaux. Donc, déroulement des travaux inconnus. On sait qu'en 1358, il y avait des portes, puisque les ouvriers du textile entraient à ce moment-là. Donc, une de ces portes, bon, évidemment, très, très modifiée. 1363, je l'ai dit tout à l'heure, Charles V parlait de ville fermée, mais ville fermée, ça ne veut pas dire qu'elle était complètement fermée, ça veut dire essentiellement qu'elle était difficilement prenable. Parce qu'il y avait eu de nombreux problèmes avec le seigneur de Hautot, et le seigneur de Hautot qui était sur la falaise, et par conséquent, à l'endroit du château, les éléments de protection du roi avaient été nécessaires. Alors en 1368, on a des documents qui montrent que les murs montent depuis le bas de la ville vers la falaise, que la fortification fait un angle vers le sud, englobe l'église Saint-Rémy qui était à cet endroit-là à ce moment-là, et redescend vers ce qui est la porte de là-bas. Mais le reste de la ville, c'est-à-dire toute la partie sud, là où on est aujourd'hui, c'était un marécage, et par conséquent, il n'y avait pas besoin de fortification. On a peut-être mis des palissades de bois, mais le document qui est dans les archives de Rouen, les archives municipales de Rouen, est assez tardif. Donc, si on voit que cette fortification montait sur la falaise, mais une fois de plus, des fortifications, certes, des ports, mais toujours pas de château. Pourquoi la ville appartient à l'archevêque de Rouen. Donc, qui pourrait décider de construire un château? La ville, elle ne peut pas prendre la décision toute seule. Il faut qu'il y ait une assemblée générale des habitants rassemblés par l'archevêque. Donc, la situation, à ce moment-là, il y a une fortification, mais elle ne sert à rien, puisque comme on se rend en janvier 1419, la ville aussi, la ville de Dieppe, se rend aux Anglais, n'étant pas en mesure de se défendre, et les habitants prêtent serment au nouveau roi, le roi d'Angleterre, Henri V, qui s'est emparé de la ville. Et on voit qu'un certain nombre de bourgeois, des gens comme Baudouin, Jean Loutrel, David Mifan, collaborent bien avec les Anglais, sont très contents, puisque justement l'union avec l'Angleterre permet de faciliter le commerce. Mais bon, on sent bien quand même une hostilité un peu latente, et dans la nuit du 16 au 17 novembre, Charles Desmarets prend la ville. Il avait d'ailleurs des soutiens dans la ville, et sans doute le gruntier de la ville lui a permis d'entrer, de donner les informations nécessaires. Il n'y a toujours pas de château à ce moment-là. Les Anglais essayent de reprendre la ville, installent une bastille sur la falaise du Collet, c'est ce que fait le commandant militaire anglais Talbot, mais cette bastille, qui d'ailleurs, les Anglais ont essayé d'en faire une deuxième du côté de la porte de la Barre, j'ai trouvé des documents là-dessus qui sont assez amusants, mais bon, ils n'ont jamais réussi à élever le moindre mur. Cette bastille, finalement, est prise le 14 août 1443, et à ce moment-là, il semble qu'à Dieppe, parmi les gens qui dirigent la ville, c'est-à-dire Charles Desmarets qui est devenu capitaine, on voudrait améliorer la défense et on envisage de construire un château. À l'angle de la fortification, parce que là, c'est une bonne position, on surveille et puis on a déjà un petit peu de fortification, et on explique qu'on peut le faire parce que l'archevêque de Rouen, qui est Louis de Luxembourg à ce moment-là, est un partisan des Anglais. Il a refusé de prêter serment au roi de France. Donc la seigneurie est considérée comme en régale. La régale, c'est le moment où un archevêque meurt, entre le moment où un archevêque meurt et celui où son successeur est nommé, il y a une vacance pendant laquelle les revenus de la seigneurie épiscopale sont pris par le souverain. Donc la seigneurie étant comme en régale, ça signifie que c'est le roi qui la dirige et qui peut, et ses hommes évidemment, peuvent prendre les décisions qu'ils estiment nécessaires. Et en plus,
Le seigneur d'Hautot n'est plus là, puisque lui a refusé de prêter serment aux Anglais. Donc ces terres ont été prises et données à des Anglais qui ne sont pas venus. Donc la seigneurie d'Hautot n'est pas dangereuse, l'archevêque ne peut rien faire, donc on peut sans doute à ce moment-là construire un château. Selon l'historien Croiset, donc du XVIIIe, on ne fit à ce moment-là que 4 grosses tours et on y mit en garnison en 1450. Le problème, c'est qu'en 1451, un document des comptes de l'archevêque montre que Charles Desmarais habite dans une maison dans la rue de la Poissonnerie, donc il n'est pas dans le château. Donc si le château avait été construit à ce moment-là, et s'il y avait eu une garnison, il y serait sans doute. Quant aux soldats qui sont avec lui, ils sont dans la grande rue, dans des maisons de la grande rue, dans des jardins où ils s'entraînent, mais rien de concret concernant le château. Donc le château a certainement été très long à construire. Très long à construire parce qu'il fallait des fonds. Et des fonds ne pouvaient venir, ce n'est pas l'archevêque qui allait payer un château qui le dépossédait d'une partie de son pouvoir. Donc c'est en 1452 un document de la Bibliothèque nationale qui nous dit que Charles Desmarais, donc le capitaine, a reçu 400 livres de la part de Charles VII pour les fortifications de la ville et les réparations du château. Le terme réparation laisse entendre qu'il y a déjà une construction, mais que cette construction n'est pas tout à fait suffisante, ou peut-être que le mot réparation signifie simplement transformation. 2 ans plus tard, c'est 800 livres que le roi donne, mais cette fois-ci, le texte dit pour la construction du nouveau château. Donc, comme si le château avait subi à ce moment-là des transformations, un agrandissement, une amélioration des tours, enfin, on peut tout dire. Alors, lorsque la Bastille avait été reprise, les discussions, enfin la défaite des Anglais les avait amenés à accepter les trêves de Tours. Et les trêves de Tours disaient que on faisait une sorte de statu quo, tout ce qui avait été pris aux Anglais était rendu aux Anglais, tout ce qui avait été pris aux Français était rendu aux Français. Donc normalement, la seigneurie de l'archiépiscopale de Dieppe aurait dû être rendue à l'archevêque. Mais on sentait bien que les hommes du roi qui étaient dans la ville n'y tenaient pas, parce qu'ils avaient peur de perdre le pouvoir qu'ils exerçaient. Et puis la guerre de 100 ans n'était pas encore finie, il fallait encore 5 ans pour que la Normandie soit libérée. Donc l'archevêque a bien négocié pour essayer de récupérer la ville, mais il n'a rien récupéré dans la situation militaire et rien récupéré concernant le château. Et son successeur, donc cet archevêque c'était Raymond Roussel, son successeur, Guillaume d'Estouteville, personnage puissant, notamment à Rome, en septembre 1454, il est devenu archevêque de Rouen et il fait un inventaire de tout ce qui existe, tout ce qui appartient à sa seigneurie dans l'ensemble de la Normandie. Et il revient à dire, dans un débat avec tous ses serviteurs, qu'il évoque le chastel qu'on avait commencé à faire au 10 lieues de Dieppe. Donc ça veut dire qu'en septembre 1454, le château est commencé, mais il n'est toujours pas achevé. Et il ordonne à son sénéchal et garde du temporel de lui faire un mémoire touchant la matière et mesure de l'édifice afin qu'il en parle au roi quand il serait devant lui. Donc il y a une espèce d'hésitation. Guillaume d'Estouteville, l'archevêque de Rouen, ne sait pas trop comment s'y prendre face à ce château qui lui échappe totalement, qui est désormais quelque chose qui dépend du roi. Dernier document qui évoque le château et sa construction, en 1477, toujours dans les comptes de l'archevêque, il y a une description des limites, ce qu'on appelle les abordements d'une maison, un jardin et masure, le mot masure voulant dire un ensemble de constructions, dans la paroisse Saint-Rémy, est délimité d'un bout par la falaise tendant au chastel. Donc ça veut dire que le château est construit, achevé. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 54, où il n'était pas achevé, et 77? On n'en sait rien. À partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, on sait que les capitaines vont s'y installer. C'est le cas, effectivement, de Jean Aubaud, mais bon, les sources du XVIIIe semblent qu'il était dans le château, mais il était un petit peu prisonnier, parce qu'il n'était pas toujours très apprécié par la population, étant donné, évidemment, l'efficacité avec laquelle il levait les taxes qu'il percevait au nom de l'archevêque.
Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur le château de Dieppe à partir des sources qu'on a. L'archéologie, évidemment, va nous permettre beaucoup plus d'informations, va nous donner beaucoup plus d'informations. Voilà, je vous remercie.